Ma mère a dit que je n'avais pas besoin de meubles de luxe puisque je vis seul. Alors, pendant que je travaillais, elle a donné mon ensemble à 13 800 $ à ma sœur et l'a remplacé par des ordures moisies. J'ai décidé de la mettre au défi. Les clés tintent dans ma main tandis que je me tiens devant la porte d'entrée de ma toute première maison. Pas une location, pas une colocation, la mienne, tout à moi. La porte s'ouvre avec un grincement satisfaisant, et j'entre, respirant profondément. L'odeur de peinture fraîche flotte encore dans l'air, propre et prometteuse. Ce moment devrait être parfait. J'ai attendu 32 ans pour ça. Bonjour, ma belle, je murmure au hall vide, passant mes doigts sur le mur fraîchement peint. C'est là que je remarque que quelque chose ne va pas. Mon sourire vacille alors que j'avance, mais pas résonnant sur les parquets. Le salon apparaît, et je me fige. Là où mes nouveaux meubles devraient être, le canapé crème que j'ai passé des semaines à choisir, la table basse en verre, les tables d'appoint assorties, il y a une collection hétéroclite de déchets. Un canapé élimé avec des rembourrages sortant de ses coutures déchirées, une table basse en bois cicatrisée, couverte de ronds et de rayures, des étagères qui semblent prêtes à s'effondrer si je respire trop fort. Je connais ces meubles. Ce sont ceux de Miranda, les vieilles bricoles sales de ma sœur. Qu'est-ce que c'est que ça, je marmonne, faisant lentement le tour de la pièce. L'odeur me frappe alors, de la moisissure, quelque chose qui pourrit, et l'odeur inconfondable d'urine séchée. Je couvre ma bouche et mon nez avec ma main, luttant pour ne pas vomir. Mon regard se pose sur la seule chose dans la pièce qui m'appartient, les rideaux intelligents haut de gamme de Misten, Serafina, accrochés impeccablement aux fenêtres, leur technologie élégante et leur tissu raffiné, un contraste bizarre avec la misère qui les entoure. Avant que je ne puisse comprendre ce qui se passe, mon téléphone vibre dans ma poche. Un SMS de Miranda. Je l'ouvre et découvre une photo de mes deux neveux, sautant sur mon tout nouveau canapé crème, celui qui devrait être ici, dans mon salon. Les garçons sourient, leurs mains collantes agrippant les coussins tandis qu'ils rebondissent. Sous la photo, un message, « Merci sœurette, maman a dit que c'était un cadeau de pendaison de crémaillère pour moi. Mes vieilles affaires sont chez toi, mais tu es si doué pour la décoration, tu vas les rendre superbes. » Mes mains tremblent en fixant l'écran. Ça ne peut pas être réel, ça ne peut pas arriver, mais c'est le cas. Il y a 5 jours, j'ai fait une grave erreur. J'ai annoncé ma pendaison de crémaillère un peu trop tôt dans le chat familial, je voulais juste m'assurer que tout le monde puisse libérer son emploi du temps et être là. J'étais excité de montrer la maison qui était vraiment la mienne. Je voulais être reconnu pour cet accomplissement, pour tout ce que cela représentait pour moi. Ma mère, Linda, avait immédiatement réagi, « Oh, je veux la voir avant tout le monde. Laisse-moi venir, laisse-moi participer. » Je me souviens comment mon cœur s'était réchauffé à ces mots. Pour une fois, ma mère voulait faire partie de ma vie, pas seulement celle de Miranda, mais la mienne. Puis la compagnie de meubles a appelé, confirmant la livraison pour vendredi aujourd'hui, alors que j'avais une réunion cruciale que je ne pouvais pas reporter. Avant que je ne puisse trouver quoi faire, la voix de ma mère a coupé court, « Laisse-moi l'accepter pour toi. Je serai là vendredi matin. » La solution semblait parfaite. Je lui ai donné la clé de rechange, reconnaissante de son intérêt soudain pour ma vie. Finalement, avais-je pensé, ma mère se soucie vraiment de moi. Quelle blague. Je m'effondre sur le canapé sale, sans me soucier de la poussière qui s'élève autour de moi. J'ai passé toute ma vie comme la fille invisible. Le portefeuille de la famille. Celle qui a payé ses études à l'université tandis que Miranda abandonnait. Celle qui a couvert la dette de $1,200 de la carte de crédit de Miranda, puis les $1,800 qui ont suivi. Celle qui envoie $600 chaque mois pour s'assurer que mes neveux ont tout ce dont ils ont besoin, pendant que leur mère publie des photos de vacances sur les réseaux sociaux. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre SMS de Miranda, « Les garçons adorent le canapé. Il est parfait pour notre appartement. Maman a dit que ça ne te dérangerait pas. Tu es si indépendante. » Quelque chose en moi, quelque chose qui s'est plié pendant 32 ans, finit par céder. Je ne pleure pas. Je ne crie pas. Je ressens un étrange calme m'envahir, comme de l'eau glacée dans mes veines. Je regarde une dernière fois les meubles dégoûtants que ma mère et ma sœur ont déchargés dans ma belle nouvelle maison. Je prends une profonde inspiration, ignorant l'odeur. Je me lève, brosse la poussière de mes vêtements, et serre mes clés de voiture si fort que le métal me coupe la paume. L'appartement de ma sœur n'est qu'à 10 minutes de route d'ici. Ma mère est probablement encore là,
les deux riant de la façon dont elles ont encore berné la pratique et fiable Peyton. Mon père est probablement assis tranquillement dans un coin, regardant tout se dérouler, comme il le fait toujours. Pas cette fois. Je me dirige vers ma porte d'entrée, le calme en moi se solidifiant en quelque chose de plus dur, de plus froid, quelque chose qui attendait ce moment depuis 32 ans. Je ne me donne pas la peine de fermer à clé. Après tout, il n'y a rien à voler. Je monte dans ma voiture, démarre le moteur, et me dirige directement vers l'appartement de Miranda. Cela se termine aujourd'hui, les clés toujours serrées dans ma poigne. Je monte les escaliers jusqu'à l'appartement de Miranda au 2e étage. Mon souffle est court, des bouffées de colère tandis que j'atteins sa porte. Je ne frappe pas. J'utilise ma clé de rechange, celle qu'elle m'a donnée pour les urgences, les urgences, signifiaient toujours qu'elle avait besoin que je récupère les enfants quand elle était occupée par des futilités. Et j'adorais trop les enfants pour jamais dire non. Eh bien, cela qualifiait définitivement d'urgence. La porte s'ouvre avec une telle force qu'elle claque contre le mur, et je me fige dans l'embrasure. Mon salon a été transporté ici, pièce par pièce. Mon ensemble de meubles de 13 800 $, le canapé crème, la table basse en verre, les tables d'appoint, tout est entassé maladroitement dans l'espace beaucoup plus petit de Miranda. L'arrangement est ridicule. La section surdimensionnée domine la pièce, laissant à peine assez d'espace pour marcher. Et là, perchée sur mon canapé comme une reine sur un trône, se trouve ma mère. Linda Brox, calme comme tout, sirotant du thé dans une tasse en porcelaine. Miranda plane à proximité, son expression passant de la surprise à la défiance lorsqu'elle me voit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» je demande, entrant et claquant la porte derrière moi. Maman pose sa tasse de thé avec une précision exagérée. « Peyton, il n'y a pas besoin de ce ton. »« Pas besoin. Vous avez volé mes meubles. » Ma voix monte, et je remarque mes neveux qui regardent par le coin du couloir. « Nous n'avons rien volé, » dit Miranda, croisant les bras. « Maman a dit que c'était un cadeau. » Un cadeau ? Je n'ai jamais Peyton, maman m'interrompt, sa voix prenant ce ton raisonnable qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de dire quelque chose de complètement déraisonnable. Tu vis seule dans cette grande maison. Pourquoi as-tu besoin de choses si chères ? Miranda a 2 garçons qui grandissent. Je la regarde, incrédule. Parce que je les ai achetés. Avec mon argent. Pour ma maison. Tu es une influenceuse en décoration, Miranda intervient. Tu transformes les ordures en trésors. C'est ce que tu fais, n'est-ce pas ? Prends mes vieilles affaires et rends-les incroyables pour tes followers. L'audace me renverse presque. Tu as jeté tes meubles sales et cassés dans ma toute nouvelle maison. Ce canapé sent l'urine. Maman halète, portant une main à son cœur. Tu es en train de dire que mes petits-fils ne sont pas propres ? Ce ne sont pas des animaux, Peyton. Ce n'est pas tu prends les jouets des enfants, Miranda coupe court, sa voix montant à un ton théâtral. Ils adorent ce canapé. Regarde comme ils sont heureux. Sur un signe, mes neveux apparaissent, les yeux grands et incertains. Je connais cette routine. Je l'ai vue toute ma vie. Confrontées, maman et Miranda se transforment instantanément en victimes. Il ne s'agit pas des garçons, je dis, luttant pour garder ma voix égale. Il s'agit de vous qui prenez quelque chose qui ne vous appartient pas. Nous sommes une famille, dit maman, comme si cela expliquait tout. La famille partage. Je fais un pas en avant. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas demandé d'abord ? Parce que tu aurais dit non, répond Miranda, levant les yeux au ciel comme si j'étais complètement déraisonnable. Oui, j'aurais dit non. Parce que c'est le mien. Maman se lève de mon canapé, lissant son pantalon. Peyton, honnêtement, cette crise de colère est indigne de toi. Tu devrais juste t'arrêter et rentrer chez toi pour te préparer pour ton shooting photo avec Miss Serafina mardi. Vas-tu vraiment rater cette grande opportunité juste pour rester ici et te battre pour un canapé ? Je me fige, ces mots s'enfonçant lentement, comme du poison. Comment savez-vous pour mon shooting photo avec Serafina ? Un éclair de surprise, de culpabilité traverse son visage avant qu'elle ne se compose. Tu l'as mentionné. Évidemment. Non, je n'ai rien dit. La réalisation me frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Luna. Pas à la famille. Surtout pas à la famille. Le contrat Serafina était trop important, trop précaire. Elle savait.
Ma mère savait pour le shooting photo promotionnel avec Serafina. Ce n'était pas seulement un vol, c'était un sabotage de carrière calculé. Vous avez fouillé mes emails, je dis, ma voix à peine un murmure. Vous avez planifié tout ça. Avant qu'elle ne puisse répondre, les garçons se précipitent et se jettent contre mes jambes, s'accrochant à moi. Tati, s'il te plaît, ne prends pas le canapé, crie le plus jeune, les larmes coulant déjà sur son visage. On l'adore. Tu vois ce que tu fais, siffle Miranda. Tu les contraries. Un instant, je ressens cette familiarité, cette culpabilité, cette obligation. Mais quelque chose a changé en moi. Je m'agenouille à leur hauteur, posant doucement mes mains sur leurs épaules. Mes chéris, je ne suis pas fâché contre vous. Je vous aime. Mais c'est la propriété de Tati. Votre grand-mère et maman l'ont pris sans me demander. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi, et vous pouvez utiliser mes affaires, mais pas comme ça. Les garçons reniflent. Habituellement, j'aurais cédé à ce stade. Du coin de la pièce, mon père prend enfin la parole. Je ne l'avais même pas remarqué assis là, silencieux comme toujours. Miranda, rends juste ses affaires à ta sœur. Sa voix s'éteint alors que maman lui lance un regard qui pourrait geler de la lave. Il recule dans son coin, vaincu. Je me redresse, me dressant de toute ma hauteur. La clarté est douloureuse, mais nécessaire. Ma famille m'a utilisé pendant des années. Mon argent, ma stabilité, mon silence. Mais plus maintenant. Je vais le dire une fois de plus. Rangez-les, ou vous ferez face aux conséquences. Miranda s'avance, son expression l'aide de mépris. Tu oses? Qu'est-ce que tu vas faire? Ma main glisse vers mon téléphone dans ma poche. Qu'est-ce que je vais faire? En effet. Miranda s'appuie contre son comptoir de cuisine, les bras croisés, un sourire suffisant se répandant sur son visage. Tu ne peux rien y faire. Elle dit, sa voix dégoulinante de la confiance de quelqu'un qui n'a jamais fait face aux conséquences. Ma mère acquiesce, posant sa tasse de thé avec un délicat tintement. Sois raisonnable, Peyton. Tu as ce shooting photo avec Miss Serafina mardi. Tu ne peux pas laisser cette affaire de famille s'ébruiter. Elle lisse sa jupe, l'image de la composure. Pense à ta réputation. Pour une fois, pense aux enfants. Miranda ajoute, désignant mes neveux qui se sont retirés dans le couloir, regardant avec des yeux écarquillés. Ils adorent ces meubles. Tu vas vraiment les leur enlever. Ils ont fait ça toute ma vie, manier la culpabilité comme une arme, traiter mes limites comme des suggestions, le chantage émotionnel, les menaces à ma réputation, les enfants comme des boucliers humains. C'est de la manipulation classique, et j'ai passé 32 ans à y succomber. Pas aujourd'hui. Je sors mon téléphone de ma poche, mes doigts étonnamment fermes. Vous avez raison. Je ne peux rien faire. Je marque une pause, regardant le soulagement inonder leur visage. Puis j'ajoute, mais la police le peut. Je compose le 911. La tasse de thé de ma mère s'écrase sur le sol. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix monte en un cri strident. Oui, je voudrais signaler un vol, dis-je au téléphone. Ma voix calme et claire. Robert. Ma mère crie, sa composure se brisant. Fais quelque chose. Elle appelle la police. Mon père s'avance de son coin, sa main levée comme pour m'arrêter. Un instant, il n'est plus l'observateur silencieux, mais l'exécuteur que ma mère a toujours voulu qu'il soit. Je le regarde droit dans les yeux. Papa, ne fais pas ça. Quelque chose passe entre nous, une compréhension silencieuse qui s'est construite en 32 ans. Je vois le conflit se jouer sur son visage, les décennies à choisir la voie de la moindre résistance luttant contre quelque chose de nouveau, quelque chose comme le respect. Lentement, sa main tombe. Il recule dans son coin, les épaules affaissées. Il a fait son choix. Ma mère se jette sur moi, les doigts tendus vers mon téléphone. Donne-moi ça. Je l'évite facilement, gardant le téléphone à mon oreille. Et maintenant il m'agresse, dis-je à l'opératrice, qui confirme que des agents sont en route. Les 20 minutes suivantes sont le chaos. Ma mère fait les 100 pas, alternant menaces et supplications. Miranda essaie de bluffer, insistant sur le fait que je n'irai pas jusqu'au bout. Mon père reste silencieux, fixant ses mains. Mes neveux regardent tout depuis la sécurité de l'embrasure de leur chambre, la confusion gravée sur leurs petits visages. Quand on frappe,
l'appartement devient silencieux. 2 officiers se tiennent dans l'embrasure de la porte, une femme aux cheveux blonds coupés courts et un homme aux yeux sérieux. Nous avons reçu un appel concernant un vol, dit la femme. Ma mère s'avance immédiatement, son masque social bien en place. Il y a eu un malentendu. C'est une affaire de famille. Je m'appelle Peyton Brooks, j'interromps. J'ai acheté pour 13 800 $ de meubles qui ont été livrés chez moi hier. Sans ma permission, ma mère et ma sœur l'ont pris et l'ont remplacé par ça. Je leur montre des photos des meubles sales qui se trouvent maintenant dans mon salon. Avez-vous une preuve d'achat ? Demande l'officier masculin. Je montre les reçus sur mon téléphone, ainsi que l'email de confirmation de livraison envoyé à mon adresse. L'officier féminin les examine attentivement, puis regarde ma mère et ma sœur. Madame, avez-vous pris ces meubles ? Ma mère change de stratégie, sa voix douce comme du miel. C'était un malentendu. Peyton a accepté de donner les meubles à Miranda. Ses enfants en avaient besoin. Ce n'est pas vrai, je dis calmement. Je n'ai jamais accepté ça. Les officiers nous séparent, prenant des déclarations individuellement. Ils regardent les SMS de Miranda, me remerciant pour le cadeau. Ils écoutent les explications de ma mère, de plus en plus embarrassée. Ils notent le silence de mon père. Après ce qui semble des heures, l'officier féminin nous réunit dans le salon. D'après notre enquête, il s'agit d'un cas clair de vol. Les meubles ont été achetés par Madame Brooks. Livrés à son adresse. Et retirés sans son consentement. Elle se tourne vers ma mère et ma sœur. Vous avez 2 options. Soit vous restituez la propriété immédiatement, soit Mademoiselle Brooks peut porter plainte et porter l'affaire devant les tribunaux. La couleur quitte le visage de ma mère. Le sourire suffisant de Miranda a disparu depuis longtemps. Nous allons les rendre, dit ma mère d'une voix tendue. Sous la surveillance de la police, elle commence le processus humiliant de remballage de mes meubles. Chaque pièce qu'elles ont jetée négligemment doit maintenant être emballée. Ma sœur se débat avec les coussins du canapé, jurant à voix basse. Ma mère emballe les plateaux de table en verre, ses mouvements raides de rage. Clairement, elles ne sont pas très prudentes. Les agents restent, s'assurant que chaque article est bien compté. Alors que la dernière pièce est chargée, je me tourne pour partir. La confrontation est terminée. J'ai gagné. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Ma mère crie dans mon dos. Je m'arrête à la porte, tournant légèrement. C'est la meilleure chose que tu aies dite de toute la journée. Je la regarde droit dans les yeux, laissant 32 ans de vérité refoulée remonter à la surface. Oh, et ne t'attends pas à ces 600 $ le premier du mois. Le camion me suit jusqu'à ma maison, où les agents supervisent le retour de mes meubles. La police s'en va une fois que tout est en place, me proposant un numéro de dossier, juste au cas où. Enfin, seul, je me tiens dans mon salon, entouré de mes affaires. La victoire semble creuse. Le canapé crème a une tache de crème glacée de mes neveux. La table basse a une nouvelle rayure sur sa surface. Une étiquette a été arrachée d'une des tables d'appoint. Je sors mon téléphone et commence à tout documenter méthodiquement. Je prends des vidéos de toute la pièce, puis des photos rapprochées de chaque imperfection, la tache, la rayure, l'étiquette arrachée. Je ne suis pas triste. Je n'ai pas le temps pour ce luxe. J'appelle un service de nettoyage de canapé d'urgence, grimaçant à leur tarif premium de week-end, mais acceptant immédiatement. La tâche doit disparaître avant le shooting photo de mardi avec Mademoiselle Serafina. Tout doit être parfait. Le week-end passe dans un tourbillon de préparatifs. Luna arrive samedi matin, les bras chargés d'épicerie et de produits de nettoyage. Tu as appelé la police pour ta mère, dit-elle, non pas une question mais une déclaration remplie d'admiration. Tu l'as vraiment fait. Je devais le faire, je réponds, arrangeant les coussins pour cacher la tache légèrement plus foncée là où la tache avait été. Je suis fier de toi, dit Luna, m'aidant à centrer la table basse. Nous travaillons ensemble, transformant ma maison en la vitrine qu'il lui faut pour mardi. Dimanche soir, tout semble parfait. Je viens de sortir de la douche quand je remarque mon téléphone clignoter avec des notifications. 3 appels manqués de Mademoiselle Serafina et 5 de Luna. Mon estomac se contracte tandis que je déverrouille l'écran. C'est là, la dernière publication de Miranda sur les réseaux sociaux. Une photo des vieux meubles sales qu'elles avaient jetés chez moi, avec les rideaux haut de gamme de Mademoiselle Serafina accrochés parfaitement en arrière-plan.
Elle a tagué Peyton Speak et écrit « Visitez la nouvelle maison de l'experte en décoration ». Devinez le vrai goût de cette influenceuse? Poubelle. Déçu. Je fixe le téléphone, l'eau coulant de mes cheveux sur l'écran. Miranda n'a pas pu voler mes meubles, alors elle essaie de voler ma réputation à la place. La guerre ne fait que commencer. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer. 3 messages de Luna. 23 notifications Instagram. La section des commentaires explose en dessous. Certains me défendent. D'autres expriment leur choc et leur déception. La crise de relations publiques s'intensifie en temps réel, sous mes yeux. Mon téléphone vibre à nouveau. Mademoiselle Sérafina. Je prends une profonde inspiration et réponds. Mademoiselle Sérafina, j'étais sur le point de vous appeler. Peyton. Sa voix est glaciale. On m'a envoyé une image plutôt dérangeante mettant en scène mes rideaux. Cela n'était pas dans notre contrat. Avoir ma nouvelle ligne exposée aux côtés de ce qui semble être des ordures est inacceptable. Mon cœur bat la chamade, mais je garde ma voix stable. Mademoiselle Sérafina, je comprends parfaitement votre inquiétude. Cette photo a été prise et postée sans ma connaissance ni mon consentement. Expliquez. Maintenant. Alors je le fais. Toute l'histoire humiliante se déverse, l'échange de meubles, l'appel à la police, la récupération de tout, le nettoyage du week-end, comment ma sœur et ma mère m'ont délibérément saboté, utilisant ces vieux meubles et ma réputation professionnelle comme arme. Il y a un silence à l'autre bout quand je finis. Le shooting photo est toujours prévu pour demain, jeudi dans le vide. Je garantis qu'il sera parfait. Les meubles sont tous en place. Nettoyés professionnellement. Vos rideaux seront mis en valeur exactement comme nous l'avons discuté. Une autre longue pause. Très bien, dit finalement mademoiselle Sérafina. Je compatis à votre situation, Peyton. La famille peut être compliquée. Mais je vous fais confiance pour livrer ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Mon équipe arrivera à 9 heures précises. Je ne vous décevrai pas. Merci de votre compréhension. Après avoir raccroché, j'envoie un SMS rapide à Luna, tout est sous contrôle. Sérafina est toujours partante pour demain. On t'appellera plus tard. Je me dirige vers mon bureau et ouvre mon ordinateur portable. Une nouvelle feuille de calcul apparaît à l'écran. Je la nomme facture finale. Ligne par ligne, je documente tout. Dette d'études, $1,200 plus $1,800, soit $3,000. Soutien mensuel, $600 x 36 mois, soit $21,600. Cadeau sur 5 ans, environ $5,000. Total, $29,600. Je fixe le chiffre. Près de $30,000. Le coût concret d'être le distributeur automatique de la famille pendant des années. J'enregistre le fichier et ferme mon ordinateur portable. Demain, mademoiselle Sérafina arrive. Le shooting photo transforme mon salon en une ruche d'activités concentrées. Les techniciens d'éclairage ajustent leur équipement tandis que les stylistes apportent les dernières touches à l'agencement des meubles. Mademoiselle Sérafina inspecte ses rideaux intelligents, acquiesçant avec approbation alors qu'ils répondent à ses commandes vocales, passant du translucide à l'opaque avec une fluidité élégante. Luna plane près de moi, ayant pris sa journée de travail pour être ici. Elle a jeté des coups d'œil nerveux à la porte toute la matinée. Ils ne se montreront pas, je lui dis, sachant exactement ce qu'elle pense. Je ne serais pas étonné, marmonne Luna. Ta mère a l'audace de 10 personnes normales et Miranda la suit comme un chiot. Même elles ne sont pas assez stupides pour gâcher un shooting photo professionnel. Le photographe me positionne sur mon canapé crème impeccable, celui-là même sur lequel mes neveux avaient sauté dans l'appartement de Miranda. Maintenant, il est à nouveau immaculé. Pas une tache en vue grâce au service de nettoyage d'urgence. Parfait, dit le photographe, ajustant légèrement ma position. Maintenant, tends la main vers les rideaux comme si tu allais les ajuster. Je suis sa direction, étendant mon bras gracieusement vers les rideaux intelligents. L'appareil photo clique rapidement. C'est magnifique, dit mademoiselle Sérafina, examinant le premier lot de photos. Absolument parfait. 4 heures plus tard, nous avons des dizaines d'images magnifiques, mettant en valeur mon talent de décoratrice et les rideaux innovants de mademoiselle Sérafina. Le salon ressemble à une page de magazine, élégant, invitant, et distinctement différent du tas d'ordures de la publication vindicative de Miranda. Après le départ de tout le monde,
Luna et moi nous effondrons sur le canapé avec des verres de vin. Tu l'as fait, dit-elle, entrechoquant son verre contre le mien. Crise évitée. Serafina semblait ravie. Elle l'était. Nous allons publier les photos demain matin sur toutes les plateformes. Cela écrasera la triste tentative de sabotage de Miranda. Je hoche la tête, prenant une longue gorgée. Une dernière chose à faire ce soir. Après le départ de Luna, je retourne à mon ordinateur portable et ouvre la feuille de calcul de la facture finale. Je la joins à un email adressé à ma mère, mon père et ma sœur. Objet, facture finale. Paiement non attendu. Le message est bref, voilà ce que m'a coûté d'être le distributeur automatique de la famille au fil des ans. Considérez ceci comme ma notification formelle que le distributeur automatique est définitivement fermé. Ne me contactez plus. Je clique sur envoyer, puis bloque immédiatement les numéros de ma mère et de ma sœur sur mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, je me sens légère. Libre. 2 pâtés de maison plus loin, Miranda claque son téléphone sur la table basse. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle crie à sa mère. J'ai besoin de ces $600 par mois. Linda fait les 100 pas dans le salon de Miranda, le visage rouge de colère. C'est ridicule. Elle ne peut pas nous couper les vivres comme ça. Après tout ce que nous avons fait pour elle. Fait pour elle? Miranda rit amèrement. Comme quoi, exactement? Tu n'as jamais rien fait pour elle, sauf prendre. Surveille ton langage, Linda claque. C'est ta faute. Si tu n'avais pas posté cette stupide photo. Ma faute? C'était ton idée d'échanger les meubles, et maintenant elle a bloqué nos 2 numéros. Leur dispute s'intensifie, les voix montant en une dispute hurlante qui envoie les enfants de Miranda se réfugier dans leur chambre, les mains sur les oreilles. Dans le coin, Robert regarde silencieusement, se frottant les tempes. Les cris continuent pendant 1 heure avant qu'il ne se retire dans la chambre d'amis et sorte son téléphone. Il tape un message à Peyton, ils se sont battus toute la nuit. Miranda dit que tu as coupé l'argent. Peut-être devrais-tu reconsidérer. Pour le bien des garçons. Il fixe l'écran, attendant une réponse qui ne vient jamais. 3 mois. 92 jours depuis que j'avais envoyé cette facture finale. 92 jours de silence béni de ma mère et de Miranda. Mon téléphone vibre sur le comptoir de la cuisine, et je vois le nom de mon père clignoter à l'écran. Le 4e appel cette semaine. Je le laisse sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis je regarde la notification de messagerie vocale apparaître. Avec un soupir, je touche pour écouter. Peyton, c'est papa. Sa voix semble fatiguée, vaincue. Tu ne peux pas pardonner à ta mère? Elle te manque. Nous manquons tous. Le message se termine par un lourd soupir. Je le supprime sans répondre. Les 12 premières fois qu'il avait appelé avec la même supplication, j'avais ressenti un pincement de culpabilité. Maintenant, je ne ressens rien. Mon nouveau canapé crème, professionnellement nettoyé de toutes les taches de crème glacée, trône dans mon salon comme un trophée. Un rappel que j'avais finalement fait ce que 32 ans de bonne fille n'avaient pas accompli? Je les avais fait me voir. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, ce n'est pas mon père, mais ma tante Teresa, la sœur de ma mère. Peyton Brox, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix est perçante à travers le haut-parleur. C'est ta mère, bon sang. Comment peux-tu être si froide? Je retire le téléphone de mon oreille tandis qu'elle continue. La famille pardonne, Peyton. Miranda a fait une erreur. Tes sœurs. Laisse tomber. Quand elle fait une pause pour reprendre son souffle, je parle. Tante Teresa, il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de respect. Et de limite. De limite? Elle crache presque le mot. C'est juste une façon élégante de dire égoïste. Je mets fin à l'appel sans un mot de plus. Dans l'heure, mon téléphone s'illumine de SMS de 2 autres tantes et d'un oncle. L'artillerie familiale a été entièrement déployée. Je mets mon téléphone en mode ne pas déranger et me concentre sur la proposition de mon nouveau client. Les rideaux de Mademoiselle Serafina avaient eu un tel succès que 3 autres marques de décoration intérieure m'avaient contacté pour des partenariats. Mon entreprise prospérait en proportion directe de la rage de ma famille. Les jours passent. Plus d'appels. Plus de SMS. Je les supprime tous sans les lire. La paix s'installe autour de moi comme une couverture.
Jusqu'à un mois plus tard. C'est un mardi soir tranquille quand mon téléphone vibre avec un SMS de mon père. Contrairement aux autres, celui-ci attire mon attention car une image y est jointe. Mes neveux, Alex et Jamie, me sourient depuis l'écran. Ils tiennent une pancarte rudimentaire qui dit « Tatipé nous manque ». Leurs visages sont plus minces que dans mes souvenirs. Leurs vêtements un peu plus usés. Le message de mon père dit « Les enfants te manquent vraiment et veulent te rendre visite ». Je fixe la photo, mon cœur se serre. C'est l'épreuve que je redoutais. Les enfants sont innocents dans tout ça, mais ils sont aussi l'outil de manipulation ultime. J'avais calculé le soutien mensuel de $600 dans ma facture pour une raison, il ne s'agissait jamais vraiment d'argent, il s'agissait de fixer une limite. Mais en regardant leur visage maintenant, le doute s'installe. Le fait de couper cet argent leur a-t-il vraiment fait du mal? Manque-t-il de quelque chose à cause de ma position contre leur mère? Je prends le téléphone et, pour la première fois en 4 mois, j'appelle ma famille. Mon père répond à la première sonnerie. Peyton? Sa voix est prudente, pleine d'espoir. J'ai reçu ton message jeudi, gardant mon ton neutre. Les garçons me manquent aussi. La ligne reste silencieuse un instant, puis je l'entends expirer. Cela signifie-t-il? J'ai des conditions, j'interromps. J'aimerais les voir. Tu peux les amener chez moi pour le week-end. Juste toi et les enfants. Je prends une profonde inspiration. Maman et Miranda ne doivent pas venir, c'est ma condition. Un autre long silence s'ensuit. Je l'entends presque peser ses options, calculant s'il doit discuter. Robert, je lance, utilisant délibérément son prénom. Il te manque vraiment, dit-il finalement, l'air vaincu. Je sais, et il me manque, mais mes conditions ne sont pas négociables. Il hésite, et dans cette pause, je me prépare à un autre rejet, un autre voyage de culpabilité. D'accord, dit-il finalement. Ce week-end? Samedi matin? La victoire m'envahit, douce et aigre. Samedi matin, c'est parfait. Je ferai des crêpes. Ce samedi-là, je me lève tôt, préparant les plats préférés des garçons. Des crêpes en forme de dinosaure pour Jamie, des crêpes aux pépites de chocolat pour Alex. Je leur ai acheté à chacun un petit cadeau, rien d'extravagant, juste des livres qu'ils vont adorer. Quand la sonnette retentit, je trouve mon père debout, avec 2 garçons excités qui sautent à côté de lui. Tatipé. Ils crient à l'unisson, se jetant sur mes jambes. Je m'agenouille, les serrant fort dans mes bras. Vous m'avez tellement manqué, mes monstres. Mon père se tient maladroitement sur le seuil jusqu'à ce que je hoche la tête pour qu'il entre. Il a l'air plus vieux que dans mes souvenirs, les rides autour de ses yeux plus profondes. La journée passe dans un tourbillon de crêpes, de jeux de société et d'histoire. Les garçons ne mentionnent leur mère ou leur grand-mère une seule fois. Le dimanche après-midi arrive trop vite. Alors que les garçons rangent leurs affaires, mon père me prend à part dans la cuisine. Tu sais, dit-il doucement, les yeux fixés sur les garçons dans le salon. Depuis que tu as fait ça, Miranda a changé. Je lève un sourcil, sceptique. Changer comment? Il se frotte le visage. Elle a dû quitter les réseaux sociaux. Et elle a. Il se racle la gorge. Elle a dû prendre un 2e emploi pour subvenir aux besoins des enfants. J'attends, sans dire un mot. L'important est. Il continue. Au lieu de se soucier de ce que les gens pensent, elle vit dans la réalité et se concentre sur ses enfants pour une fois. Elles sont toutes les 2. Plus heureuses maintenant. L'ironie ne m'échappe pas. Mon acte d'auto-préservation avait forcé Miranda à devenir une meilleure mère. Et maman, je demande, incapable de me retenir. Son expression s'assombrit. Elle ne comprend pas. Probablement jamais. Il me regarde droit dans les yeux, peut-être pour la première fois de ma vie. Mais moi, je comprends. Tu as eu raison de faire ce que tu as fait. L'admission me stupéfie. Pendant 32 ans, mon père avait été l'ombre silencieuse de Linda, ne la contredisant jamais, ne lui tenant jamais tête. Et maintenant, ici dans ma cuisine, il reconnaît que moi, et non ma mère, j'avais eu raison. En partant, je lui presse des récipients de nourriture dans les mains. Pour les garçons, je dis. Il hoche la tête, une compréhension passant entre nous. Même heure le mois prochain? J'aimerais bien, je réponds. Je les regarde s'éloigner en voiture, debout sur le pas de ma porte, ma belle et paisible maison,
avec son canapé crème, et les rideaux intelligents de mademoiselle Sérafina. La maison que j'ai défendue. La maison qui est vraiment la mienne. Je m'enfonce dans mon canapé crème, passant mes doigts sur son tissu immaculé. Pas de taches. Pas de déchirure. Juste parfait, comme tout le reste dans ma maison maintenant. Plus de vin, demande David, se penchant par-dessus le dossier du canapé. Ses mains rugueuses de travailleur de la construction tiennent la bouteille avec une douceur surprenante. S'il te plaît. J'incline mon verre vers lui, le regardant verser. Il y a 6 mois, je n'aurais jamais imaginé ce moment, ma maison remplie de rire, de chaleur, et de gens qui se soucient vraiment de moi. Luna apparaît de la cuisine, équilibrant un plateau d'apéritif. Peyton, ces crostini sont incroyables. Les promotions ont fait de toi une hôtesse encore meilleure. Je souris à la mention de ma récente promotion. Après que l'incident du canapé crème soit devenu une blague courante au bureau, mon patron a finalement remarqué la colonne vertébrale que j'avais développée. 3 mois plus tard, je dirigeais ma propre équipe marketing. Les contrats d'influenceurs ont suivi, plus lucratifs que je n'aurais jamais cru possible. Les clients adoraient l'authenticité de mon nouveau contenu. Des maisons réelles pour des gens réels. La sonnette retentit. Je m'excuse et traverse mon salon parfaitement agencé pour y répondre. Vous savez, mademoiselle, dit Sérafina quand j'ouvre la porte, je n'aurais jamais imaginé que ce désastre mènerait à ça. Elle désigne la page de magazine encadrée qu'elle tient sous le bras, notre collaboration présentée dans Home & Style. Partenaires commerciaux maintenant, je dis, lui prenant le cadre. Qui l'aurait cru? J'ai reconnu le talent quand je l'ai vu, dit-elle, même avec des meubles à jeter en arrière-plan. Le souvenir de l'attaque de Miranda sur les réseaux sociaux me fait rire maintenant, plutôt que de me faire grimacer. C'est la meilleure chose qui aurait pu arriver, montrant au monde qui nous étions toutes les deux. David apparaît à mes côtés, glissant son bras autour de ma taille. Cette sensation me surprend encore, quelqu'un qui me touche avec respect, qui demande avant de déplacer mes affaires, qui voit mes limites comme une force plutôt que de l'égoïsme. La maison a l'air incroyable pour la pendaison de crémaillère officielle, dit-il. La vraie, je le corrige, me souvenant comment ma mère avait essayé de me détourner même ça. Luna lève son verre à la nouvelle vie de Peyton. Tout le monde applaudit. Le son remplit ma poitrine de chaleur, remplaçant le sentiment de vide que j'avais porté pendant 32 ans. Plus tard, quand seul Luna, David et Sérafina restent, je me retrouve de nouveau sur le canapé crème, le même qui a été volé, taché et nettoyé professionnellement. Ce qui était autrefois la preuve de la trahison de ma famille s'est transformé en un symbole de ma liberté. Tu sais, dit Luna, se recroquevillant à côté de moi, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Je hoche la tête, incapable de le nier. Il s'avère que la famille n'est pas une excuse pour abuser, voler et manipuler quelqu'un. En parlant de famille, dit David avec prudence, comment vont les neveux? Mon sourire ne faiblit pas, papa les a amenés le week-end dernier, notre visite mensuelle. Nous avons construit cette forteresse ridicule qui les obsède. Pas de Miranda, pas de Linda, pas de manipulation. Juste les garçons et la tante qui les aiment, à mes conditions. Ils vont bien? Je réponds. Mieux, en fait. Papa dit que le 2e emploi de Miranda lui a donné un peu de perspective. Sérafina lève un sourcil. La fameuse coupure de $600. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un est de cesser de le soutenir, dis-je. Mon téléphone vibre. Un SMS de papa. Les garçons t'ont fait quelque chose à l'école. On peut passer le déposer demain. Je réponds, oui. 14 heures, ça marche. Juste toi et eux. David remarque mon expression. Tout va bien? Parfait, je réponds. Et je le pense. Quand tout le monde est parti, David m'aide à ranger. Nous nous déplaçons l'un autour de l'autre avec le rythme confortable que nous avons développé au cours des 2 derniers mois. Je pensais, dit-il, empilant la dernière assiette. Ce terrain vacant à côté du centre communautaire ferait un excellent espace pour un terrain de jeu. Tu penses le concevoir, je demande. Nous pourrions le faire ensemble. Ton œil pour le design. Mes connaissances en construction. Le VNU ne me fait plus peur. L'idée de construire quelque chose de nouveau non plus. Quelque chose qui durera. Je regarde autour de ma belle maison, vraiment la mienne maintenant. Remplie de nouveaux souvenirs qui n'ont rien à voir avec le vol ou la trahison.
Et je sens la dernière pièce de mon cœur se déverrouiller. J'aimerais ça, je lui dis. J'aimerais beaucoup ça.